Hello, hello, bonjour à toutes et à tous, ça va dire. Alors, une nouvelle vidéo, en fait, encouragée finalement par la dernière, parce qu'un truc qui m'a beaucoup plu, c'est que j'ai eu beaucoup de commentaires, je crois même que j'ai battu mon record. Voilà, je crois que je n'ai jamais eu 27 commentaires sur une vidéo, et là, waouh, alors, c'est des commentaires qui sont un peu de tout genre, voilà, il y a des trucs un peu agressifs, il y a même un mal poli, c'est comme d'habitude, c'est les gens qui, grâce à l'anonymat de YouTube, se croient tout permis et parlent comme ils ne parleraient jamais dans la rue, parce que dans la rue, il y aurait des conséquences. Là, évidemment, il n'y en a pas. Donc allez-y, les gars, les grands courageux, il n'y a pas de problème. Voilà. Moi, je les enlève même pas, je les laisse, parce que je trouve ça tellement risible, si vous voulez, que c'est bien que tout le monde les voit et que tout le monde en rigole. Bref, voilà. Alors, en fait, après tous ces commentaires que j'ai lus, j'ai répondu à certains, je m'étais dit, tiens, je vais faire une vidéo sur ma situation personnelle et amoureuse en Thaïlande. Non, mais juste pour montrer à tout le monde qu'il y a des histoires vraies aussi, malgré ce qu'on raconte sur les chaînes YouTube, sur cette espèce d'horrible manière de catégoriser les gens, et donc notamment les filles. Il y en a un là qui est un grand spécialiste, il a catégorisé, je sais plus combien il y en a, je me rappelle pas, mais donc du coup il a catégorisé les filles en Thaïlande, et visiblement il connaît toutes les catégories, il a des expériences partout. Enfin, c'est n'importe quoi, comme d'habitude, et c'est fait pour faire des clics. Bref, j'ai finalement décidé de pas la faire, figurez-vous. Et pourquoi? Parce que d'abord, je trouve ça un peu personnel quand même, voire un peu intime, même si je me disais que ça pourrait être utile de montrer en toute transparence euh, que certaines aventures, en fait, elles peuvent fonctionner, y compris avec des filles de bar, que simplement, voilà, c'est évidemment à vous de faire attention et d'avancer pas à pas. Et je dirais j'aime pas beaucoup le mot méfiance, en fait, parce que je pense que dès qu'il y a de la méfiance dans une histoire, en général, ça va pas très loin. Par contre, la prudence est de mise. Bref, pourquoi j'ai décidé de pas la faire aussi? Parce que figurez-vous que là, je viens de rentrer de Nice, où j'ai été voir mon père, qui va sur ses 90 ans, qui est pas très en forme, etc. Et puis, il était avec sa femme, n'est-ce pas, qui est plus jeune que lui. Et puis alors, en fait, vu que le papa arrête pas de répéter qu'il veut l'entendre, qu'il va mourir dans les 3 jours, à un moment donné, comme elle vit dans les îles aux Antilles, moi, je suis quand même beaucoup en Thaïlande, donc on se voit pas souvent. Donc ça a été l'occasion de faire un peu le point. Oui, c'est pas très gai, mais sur ce qui allait se passer à la mort de mon père. Il y a un pauvre appartement à Nice qu'il va bien falloir se partager. Et comme j'avais entendu des trucs qui étaient pas super cool sur ce que mon père aurait fait avec les conseils d'un mauvais notaire, voilà, je vous la fais courte. Il avait visiblement décidé de faire ce qu'on appelle un démembrement, c'est-à-dire un usufruit pour sa femme, qui n'est pas ma mère, évidemment, et une nue propriété pour moi. Ce qui est, alors dans certains cas, oui, ça peut être pas mal, mais dans ce cas-là, c'était une vaste connerie. Voilà. Et finalement, ma belle-mère, appelons-la comme ça, qui a une petite formation en droit, a totalement refusé cette histoire d'usufruit pour rester sur un système classique, c'est-à-dire que quand mon cher papa mourra, il y aura cet appartement, on le mettra en vente et on se partagera à égalité les fruits de cette vente. Voilà. Et donc, du coup, ça m'a donné l'idée, de faire cette vidéo. Alors, vous n'allez peut-être pas trouver très drôle, parce que c'est un sujet sérieux, mais c'est des questions qu'il faut se poser. Qu'en est-il de la succession en Thaïlande? Et surtout, pour mes amis qui sont en Thaïlande depuis longtemps, donc résidents en Thaïlande, et qui ont d'éventuels héritiers en France, comment est-ce que ça se passe? Qu'en est-il des biens qu'ils pourraient avoir en Thaïlande? Qui hérite? Comment est-ce qu'il faut faire? Voilà, c'est les questions que je vais aborder dès que je reviens dans un claquement de doigts. Alors, vous êtes français.
et vous résidez en Thaïlande, ou alors vous allez peut-être, vous êtes en France, mais vous allez hériter de biens situés dans le royaume. Et c'est à vous que s'adresse cette vidéo, car il faut quand même savoir que en matière de succession, en Thaïlande, disons que la succession obéit à des règles qui sont un peu spécifiques et qui diffèrent pas mal du droit français. Du coup, évidemment, connaître ces mécanismes, les comprendre, c'est essentiel pour, malheureusement, quand on est âgé, il faut y penser, préparer votre succession, protéger vos proches et je dirais optimiser la transmission de votre patrimoine si vous avez la chance d'en avoir un. Voilà. Alors, la première question qu'il va falloir se poser, puisqu'en fait, la France et la Thaïlande n'ont pas d'accord en matière successorale. Voilà. Donc, la première question qu'il va falloir se poser, c'est quelle loi s'applique à votre succession. Alors, on va prendre un exemple simple, hein, un résident français. Le pauvre vient de mourir, il laisse en Thaïlande un ou plusieurs appartements. Tiens, c'est marrant, ça me fait penser à quelqu'un, parce que je suis en train de parler de moi. Et donc, il a un ou deux héritiers qui sont en France, et il a, par exemple, une moitié, une chair et tendre, avec qui il n'est pas marié, parce que s'il est marié, ça change beaucoup de choses, mais avec qui il n'est pas marié en Thaïlande. Voilà. Donc, quelle loi va s'appliquer à cette succession? Alors, ça dépend de plusieurs facteurs. Un, le lieu de résidence. La Thaïlande. Nationalité. Français. Voilà. Et localisation des biens en Thaïlande. Alors, il y a un principe, en fait, qui s'appelle le principe de la dernière résidence habituelle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un règlement européen dont je vais vous passer le numéro de loi, voilà, qui date de 2012 quand même, qui est rentré en vigueur en fait en 2015. Et la règle pour les citoyens européens, dont les Français, est très claire. Très claire. La loi du pays de résidence habituelle, au moment du décès, s'applique à l'ensemble de la succession. Cette règle vaut pour tous les biens, qu'ils soient situés en France, en Thaïlande ou ailleurs. Voilà. La conséquence, elle est claire. Un Français résidant en Thaïlande verra sa succession régie par le droit thaïlandais. Et là, évidemment, la différence est importante. Alors, il y a évidemment une option prévue par cette loi nationale qui s'appelle, ça fait un peu savant, mais ça s'appelle en fait la professio juris. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez choisir par testament, alors je reviendrai sur le testament, mais c'est très important d'en faire un en Thaïlande, et d'ailleurs d'en faire éventuellement deux, un en Thaïlande et un en France, s'il y a un intérêt à le faire. Mais disons qu'en tout cas, il y a une loi qui est applicable par défaut, mais après, dans votre testament, vous pouvez demander à ce que une autre loi soit appliquée. Et c'est tout à fait recevable. Par exemple, alors, on va parler des situations, des lois applicables par défaut et des lois applicables avec cette nuance du professio juris. Alors, un Français résidant en Thaïlande sans testament, c'est le droit thaïlandais qui s'applique. Voilà. Un Français résidant en Thaïlande, mais avec choix testamentaire, le droit français est possible, en fait. C'est-à-dire que là, cette personne, si elle fait un testament, bon, si elle dit rien, ce sera le droit thaïlandais, mais si elle dit non, je veux que ce soit le droit français, ce sera le droit français. Voilà. Et enfin, un Français résidant en France, avec des biens en Thaïlande, là, il n'y a pas photo, c'est le droit français qui va s'appliquer. Voilà. Alors, petite nuance, c'est-à-dire que même si le droit français s'applique, l'exécution du testament, l'exécution de la succession pour les biens situés en Thaïlande passera par les tribunaux thaïlandais. Voilà.
Alors, bon, c'est le principe c'est la loi du lieu de situation des biens pour les procédures. Voilà. Alors, en l'absence de testament, le code civil et commercial thaïlandais, en fait, définit précisément l'ordre des héritiers. Alors, en fait, il y a, bon, je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais il y a 6 classes d'héritiers statutaires. Donc évidemment, s'il y a un conjoint survivant, attention, conjoint survivant, ça veut dire mariage, c'est-à-dire que le concubinage n'est pas reconnu. Donc si c'est une concubine ou une girlfriend, s'il n'y a pas de testament, elle perd tout. Voilà. Et donc, le premier rang, en fait, c'est les descendants, direct, les enfants, et s'il n'y en a pas, les petits-enfants. Voilà. Alors, en sachant, encore une fois, que donc, s'il y a pas de conjoint survivant, donc marié, les enfants se partagent tout, ou les petits-enfants, voilà. Et s'il y a s'il y a une épouse éplorée qui survit, c'est 50 pour les enfants et 50% pour le conjoint survivant. Bon, après, classiquement, ça descend, on cherche. S'il n'y a pas de descendants, ça peut devenir les parents. S'il n'y a pas de parents non plus, ça peut devenir les frères et les sœurs, les demi-frères et les demi-sœurs, voilà. Et à chaque fois, en fait, en tout cas, jusqu'aux frères et aux demi-sœurs, c'est 50 pour le conjoint survivant, 50 pour les autres, ou s'il n'y a pas de conjoint survivant, 100% à se partager pour ceux qui restent. Voilà. Donc c'est vraiment très... Alors oui, bon, il y a un principe, mais qui est le même partout. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il y a un héritier qu'on va appeler un héritier de classe supérieure, c'est-à-dire un enfant, par exemple, les autres, ceux des classes inférieures, évidemment, n'ont aucun droit. Exemple débile, je veux dire, s'il y a des enfants, les petits-enfants, ils ont droit à rien. Faut qu'ils attendent, faut qu'ils fassent la queue, comme tout le monde. Voilà. Et donc, alors, en Thaïlande, le conjoint survivant occupe une place quand même importante. C'est-à-dire que quand il est là, quand il existe, il hérite toujours, quelle que soit la classe d'héritier présente. Et sa part va varier selon les autres héritiers. Voilà. En l'absence d'autres héritiers, la bienheureuse aura la totalité. Voilà. Je le répète parce que c'est important de le répéter pour que vous ne fassiez pas d'erreur. On ne parle pas de concubinage, on ne parle pas de petites amies. On parle de mariage légalement enregistré en Thaïlande. Voilà. Même si c'est une concubine avec laquelle vous êtes depuis 25 ans, ça n'ouvre aucun droit successoral. Aucun. Voilà. Alors, après, sur le choix de la loi qui devrait s'appliquer, la principale différence, et qui est taille, entre la loi thaïlandaise et la loi française, c'est qu'en fait, dans le droit thaïlandais, il n'y a pas de réserve héréditaire. La réserve héréditaire, en France, c'est en fait, je sais pas comment appeler ça, cette loi qui vous interdit par exemple, de déshériter vos enfants, parce que ce sont des héritiers réservataires, c'est-à-dire qu'ils ont une place obligatoire. Alors, il faut vraiment qu'il se passe des choses graves pour que vous ayez le droit de déshériter un enfant. Il faut qu'il soit comporté très très mal. Et je vous cache pas qu'évidemment, c'est pas des procédures simples. Mais bon, c'est toujours possible. En tout cas, en Thaïlande, en fait, vous jouissez d'une sorte de liberté. C'est-à-dire que voilà, encore une fois, je répète, vous êtes résident français, vous avez des biens en Thaïlande, vous allez faire un testament et en fait, vous n'avez pas d'obligation. Il y a une liberté qui est quasi totale. C'est-à-dire que vous pouvez décider de faire hériter vos enfants. Donc, si vous mettez rien, c'est à part égale. Mais, je sais pas, si vous avez eu des problèmes familiaux, vous pouvez aussi les déshériter complètement, il n'y a aucun problème, c'est-à-dire qu'ils n'auront rien, ou vous pouvez décider d'en favoriser un et d'oublier l'autre, et si vous en avez plus, je vous laisse faire les calculs. Voilà.
je dirais que le fait de pouvoir disposer de ces biens comme ça, attention, toujours en Thaïlande, euh, le gros avantage, c'est que du coup, vous allez pouvoir librement transmettre quelque chose à un partenaire non marié. Et comme je l'ai dit aussi, voilà, favoriser un enfant. Bon, de toute façon, devant ça, il n'y a pas de recours. Hein. C'est-à-dire que, je sais pas, vous avez 2 enfants, vous dites, pour des raisons qui vous appartiennent, moi, je donne tout à celui-là, mais je donne rien à celui-là, parce qu'il a été méchant, parce qu'il s'est pas bien comporté, parce que ce que vous voulez. En Thaïlande, ça va se passer, et en France, il n'y aura pas de recours contre ça. Voilà, c'est comme ça. Alors, ça peut, on va dire, ça peut créer des petits conflits, évidemment, parce que j'imagine bien que celui qui aura été oublié ou rayé, en fait, du testament, il va se sentir lésé, donc il va pas être content. Même s'il pourra rien faire, il va pas être content. Hein. Voilà. En tout cas, bon, il y a une certaine liberté, et c'est vrai que c'est pas mal. Je pense pas que beaucoup de gens l'utilisent, hein, personne ne déshérite ses enfants, mais disons qu'en tout cas, en France, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué. Si vous avez une concubine depuis longtemps, c'est quand même compliqué et onéreux de lui laisser quelque chose, parce elle a pratiquement pas de rang héréditaire. Alors qu'en Thaïlande, vous pouvez, si je sais pas, si une bestiole vous pique, vous pouvez décider sans problème de tout lui laisser, par exemple. Ou si vous avez 3 appartements en pleine propriété, en freehold, puisque le leasehold, on ne peut évidemment pas en hériter. On peut juste le leasehold en cas de décès de la personne qui le détenait. On peut juste, en fait, éventuellement profiter de la fin du leasehold. Vous avez un leasehold de 30 ans, vous cassez votre pipe au bout de 20 ans, il reste 10 ans de leasehold, le contrat va être au bénéfice des héritiers. Voilà, c'est-à-dire que par exemple vos enfants vont se retrouver avec 10 ans de leasehold sur la villa que vous alliez acheter. Par exemple, bon après j'imagine qu'il y a aussi possibilité de discuter avec le propriétaire de la terre, surtout si par exemple c'était quelqu'un qui vous était proche, de manière à trouver un arrangement pour je sais pas, pour tout vendre si tout le monde veut vendre. Bon, maintenant, s'il ne reste que 10 ans, et si votre compagne est suffisamment jeune pour tenir jusque-là, à sa place, moi j'attendrai, hein, puisque de toute façon, à la fin, tout lui revient. Donc voilà, encore une fois, ça va dépendre du deal. Mais bon, j'imagine des conversations extrêmement compliquées. Donc ça, voilà un petit peu là sur le choix de sur la façon dont on peut choisir la loi qui va s'appliquer pour la succession. Honnêtement, moi dans mon cas, hein, il est évident que si je meurs pas demain, si j'attends un peu, je serai résident en Thaïlande et j'opterai bien évidemment pour la loi thaïlandaise. Voilà. Après, je vais en reparler après, mais après, évidemment, avoir déposé un testament précis chez un avocat. Voilà. Alors, comment se passe la succession ? La succession, elle va être ouverte auprès du tribunal thaïlandais, qui est en fait soit le tribunal civil, le civil court, ou même un tribunal provincial, provincial court, dans un délai de 1 an suivant le décès. Après, c'est trop tard. Détail un peu technique, les documents nécessaires. Vous avez mouru, n'est-ce pas? Et donc, on va ouvrir la succession auprès du tribunal et il va falloir fournir des documents. Donc là, moi, ce que je conseillerais, c'est d'avoir un avocat qui s'occupe de tout. Alors, certificat de décès, évidemment. Donc, l'original et copie traduite. Voilà. Le testament, s'il existe. On va voir comment ça se passe. La preuve de parenté des héritiers, acte de naissance, je sais pas, truc d'état civil, mariage, enfin voilà, tout ce qui peut prouver des preuves de parenté, en sachant qu'évidemment tous ces documents, j'imagine, devront être
fournis sous forme d'original et d'originaux, pardon, et d'originaux traduits. Et puis un inventaire précis des biens du défunt. Donc ça, c'est typiquement le travail d'un avocat, parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas de notaire en Thaïlande. Et bon, petit détail, le passeport, enfin des pièces d'identité, la pièce d'identité des héritiers. Donc par exemple, si vous avez des enfants en France, eh ben photocopie de leur passeport. Voilà. Ensuite, chose très importante, la nomination de l'administrateur de succession, qu'on appelle en anglais estate administrator. Alors, s'il n'a pas été désigné dans le testament, c'est le tribunal qui va le désigner. C'est le tribunal qui va le désigner. Et bien évidemment, vous imaginez, si c'est le tribunal qui s'occupe de ça, ça va prendre beaucoup plus de temps que si quelqu'un est désigné nommément dans le testament. Où là, vous allez gagner un temps fou. Mais quand je dis un temps fou, je sais pas, vous allez peut-être gagner 6 mois. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va faire cet administrateur de succession? Très classiquement, en fait, il va inventorier l'ensemble des biens et des dettes du défunt. Il va donc payer les dettes et les créanciers. Voilà, il va distribuer les biens aux héritiers et il va effectuer, le cas échéant, le transfert de propriété. Alors, qui peut être administrateur? Comme je vous l'ai dit, hein, soit il est désigné dans le testament, et dans ce cas-là, pas de problème. Ça peut aussi être un des héritiers légaux, ou ça peut être un tiers désigné avec l'accord des héritiers et du tribunal. Mais bon, par exemple, voilà, vous mettez votre avocat, vous prévenez à l'avance, pour être sûr qu'il soit d'accord, vos héritiers, et le tribunal, si tout le monde est d'accord, va dire OK, surtout si c'est un avocat. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qui va se passer au niveau du transfert des biens? Une fois que l'ordonnance du tribunal sera rendue, ça prend du temps, puisqu'on est entre 6 et 12 mois, l'administrateur, donc voilà, qui a été désigné, va pouvoir procéder au transfert. Voilà, donc si c'est des comptes bancaires, présentation de l'ordonnance à la banque pour récupérer tout ça. Si c'est des véhicules, c'est transfert au département du Land Transport. Et les biens immobiliers, c'est pratiquement, il faut aller au Land Department pour tout réenregistrer avec les nouveaux noms. Land Department, je vous rappelle, c'est le cadastre. Voilà. Donc, pour parler des délais, parce que c'est important, il faut le savoir, hein, il faudra prévenir vos héritiers, il ne faudra pas qu'ils soient trop pressés quand même. Alors, le dépôt de la requête, déjà, donc au tribunal, ça va prendre entre 1 et 2 mois. Voilà. Et évidemment, plus les documents sont précis, sont complets, mieux c'est. Ensuite, la nomination d'un administrateur. Tenez-vous bien, si c'est entre 6 et 12 mois. Mais en fait, les 12 mois, ça correspond plutôt au cas où c'est le tribunal qui le nomme. S'il est nommé dans le testament, vous allez plutôt être vers 6 mois. Ça va être beaucoup, beaucoup plus rapide. Ensuite, une fois que l'ordonnance a été rendue, le transfert des biens, ça prend entre 1 et 3 mois avec l'ordonnance rendue. Et puis, à peu près un total estimé pour qu'une succession soit définitivement réglée. On va dire, bon, je vous donne un laps de temps assez large, mais disons qu'au minimum, c'est 8 mois. Au maximum, s'il y a des complications, ça va être 18 mois. Ça dépend de la complexité. Voilà, mais disons que si c'est juste des appartements avec des enfants en France, admettons 2, et votre moitié à qui vous laissez un peu d'argent, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. On devrait aller, on va dire 1 an pour faire une moyenne, voilà. Alors, ensuite, chose importante, évidemment, d'où l'intérêt de faire ça en Thaïlande, enfin, de faire appliquer la loi thaïlandaise. La Thaïlande applique des règles fiscales qui sont particulièrement avantageuses en matière de succession. Tenez-vous bien, exonération totale pour les successions inférieures à 100 millions de bahts.
environ 2,5 millions d'euros. Au-delà, taxation de 10% sur l'excédent. C'est-à-dire que si vous arrivez à 150 millions de bahts, eh ben, vous allez rien payer sur les 100 premiers millions et vous allez payer sur les 50 suivants 10%. Voilà. Et il y a de toute façon un taux réduit à 5%, donc c'est 10%. Le taux est réduit à 5% pour les descendants, ascendants et conjoints. Vous voyez que c'est pas trop cher, c'est beaucoup moins cher qu'en France, en tout cas. Voilà. Et puis après, il y a des petits frais qui vont s'ajouter. Voilà, les frais de cadastre et de transfert immobilier qui sont de l'ordre de 2% pour un héritier lambda, mais qui par contre sont rabaissés à 0,5% pour un descendant ou conjoint. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui peut se passer? La double imposition. Mais oui, alors, les héritiers français, même s'ils héritent d'un bien en Thaïlande, ils risquent d'être soumis à une double imposition. Voilà. Libre à vous d'en parler ou pas. Vous pouvez garder ça. Essayez de garder ça secret, mais je vous rappelle maintenant les outils qui sont à la disposition du fisc pour traquer les mouvements d'argent et les trucs. Ça va être difficile de passer entre les mailles du filet, hein. Mais bon, pour faire un petit résumé. Situation du défunt. Le défunt était résident fiscal en France. Situation de l'héritier. Ça ne compte pas. Bien taxable. Tous les biens mondiaux seront donc taxables en France, puisque la personne décédée était résidente fiscale en France. Résidente fiscale en Thaïlande. Toujours à propos du défunt. L'héritier est résident fiscal en France. Voilà, ce qui peut arriver si vous avez des enfants en France, comme j'ai déjà dit, et votre conjoint, votre petit ami en Thaïlande. Donc en fait, normalement, tous les biens mondiaux sont taxables en France également, parce que l'héritier est un résident fiscal français. Donc sa part va être retaxée en France s'il en fait la publicité, on va dire. Voilà. Après, un résident fiscal en Thaïlande, pour le défunt, résident fiscal en Thaïlande également pour l'héritier, là, c'est pas compliqué, il ne sera taxé que sur les biens situés en France. C'est-à-dire que si vous laissez un appartement aussi en France, là, vous pourrez pas échapper au truc avec tous les frais que ça comporte. Voilà. Comme je vous l'ai dit avant, en fait, il n'y a pas de convention fiscale franco-thaïlandaise en matière de droit de succession. Voilà. Ce qui, évidemment, du coup, peut conduire à une double imposition. Mais la France, dans sa grande générosité, accorde un crédit d'impôt qui va être égal au droit payé à l'étranger dans la limite de l'impôt français correspondant. Bon, là, c'est une vaste fumisterie parce que vos héritiers français qui héritent d'un bien en Thaïlande avec une succession sous loi thaïlandaise, ils vont payer rien ou pas grand-chose. Et par contre, normalement, ils vont être réimposés en France là-dessus, encore une fois, s'ils en font la publicité. Et là, l'État français, dans sa grande générosité, va défalquer ce petit rien du montant de l'impôt qu'ils vont vous demander. Bon, après, je vous rappelle quand même que il y a des abattements en France, mais disons il y a des tas de simulateurs pour faire ça. Mais disons que quelqu'un qui hériterait d'un appartement en Thaïlande, allez, on va dire à 150 000 euros. Alors, je ne sais plus quel est l'abattement, je crois qu'il est de 100 000 euros. Donc, il sera imposé en France. En Thaïlande, ça ne lui coûtera pratiquement rien. Mais par contre, en Thaïlande, il sera imposé sur 50 000 euros. Voilà. Alors, comment organiser tout ça, maintenant que je vous ai donné un peu les détails? Alors, vraiment, le premier conseil qu'on peut donner, la première recommandation, c'est d'abord s'adresser à un avocat et rédiger un testament. C'est impératif. L'avantage du testament écrit, vous choisissez librement vos héritiers. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de réserve héréditaire.
vous désignez vous-même un exécuteur testamentaire, ce qui va, bip bip, accélérer la procédure. Vous pouvez éventuellement éviter les conflits familiaux, quoique, et puis aussi vous pouvez protéger votre concubin, concubine, partenaire non marié. Voilà, sans aucun problème légal. Voilà, ça sera pas contestable. Voilà. Alors, évidemment, pour que votre testament déposé chez un avocat soit valide, bon, il y a quelques petites obligations à respecter, il y a des conditions. Alors, forme écrite obligatoire, vous ne pouvez pas donner une interview. Donc, c'est évidemment la forme écrite. Celui qui rédige le testateur, celui qui rédige le testament, celui qui va mourir, doit évidemment être âgé de plus de 15 ans et doit jouir d'une pleine capacité ici, là-haut. Voilà. Ensuite, la signature du testateur, celui qui va mourir, doit être faite en présence de 2 témoins minimum. Et les témoins vont aussi devoir signer, et la signature des témoins, c'est le contraire. Enfin, c'est pas le contraire. Elle est faite en présence du testateur et de tous les autres témoins. Voilà, on fait tout ça ensemble, n'est-ce pas? Et bien évidemment, date et lieu de rédaction, très important. Alors, dernier petit détail, si vous possédez des biens dans chaque pays, c'est-à-dire que vous avez gardé un appartement, je parle d'appartement, mais ça peut être d'autres choses, mais bon, je vais prendre le cas des appartements, c'est plus simple. Vous avez gardé un appartement en France et vous avez également des biens en Thaïlande, le conseil, c'est de rédiger 2 testaments distincts. Un testament pour les biens situés en France, donc un testament français, de préférence devant un notaire, et un testament thaïlandais pour les biens situés en Thaïlande, de préférence auprès d'un avocat. Voilà. Il faudra évidemment faire attention qu'il n'y ait pas d'incohérence entre les 2 testaments, c'est-à-dire qu'ils ne se révoquent pas mutuellement. Donc, il faut utiliser des formules précises. Par exemple, le présent testament ne révoque pas mon testament établi en Thaïlande et ne concerne que mes biens situés en Thaïlande. Voilà. Il faut juste faire attention à la formulation. Mais ça, un avocat, évidemment, c'est son métier de vous conseiller là-dessus. Voilà. Donc, voilà à peu près là, le petit topo très drôle sur testament. Bon, vous inquiétez pas, hein, je vais pas mourir demain. Mais c'est vrai que avec les projets immobiliers que j'ai, vu que j'ai des enfants en France et que j'ai une compagne avec laquelle je ne suis pas marié en Thaïlande, je me dis ça serait pas mal en fait. Il peut toujours m'arriver quelque chose, mais une fois que j'aurai acquis la totalité de mes biens immobiliers en Thaïlande, on va dire allez 3 condos en freehold, en pleine propriété, je vais aller voir un avocat, je vais rédiger un testament pour organiser tout ça. Il aura les coordonnées de tout le monde. Donc voilà, s'il m'arrive quelque chose, tout sera prévu. Voilà. Bon, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec ces histoires et tous ces détails un peu techniques. Je suis désolé, mais bon, encore une fois, c'est important. Allez, je vous laisse tranquille. Ciao, ciao, portez-vous bien. À la prochaine vidéo et surtout, n'oubliez pas de liker. Des fois, je dis de cliquer. Non, de liker, de commenter et de vous abonner. Et merci. Je crois que j'ai eu 1 ou 2 abonnés supplémentaires. Petit à petit. Voilà. L'oiseau fait son nid. Bye bye. Portez-vous bien.